Bonjour et bienvenue au forum Radio J. Donc vous êtes l'invité, Olivier Faure, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors un an après son élection, Emmanuel Macron affronte toujours une impopularité record. La réforme des retraites est passée par là. Dans ce contexte, quelle place et quelle stratégie pour le Parti Socialiste? La NUPES est-elle toujours le point de rencontre idéal pour une gauche, quelque part en recherche de leadership, d'idées et d'avenir? Comment notamment envisager les élections européennes de l'année prochaine? Et puis, c'est-à-dire en se rangeant derrière LFI ou en proposant une liste et une ligne autonome. Et pour commencer, l'actualité du jour, l'actualité du week-end. Quel regard vous portez sur la crise qui secoue le JDD, le journal du dimanche, qui ne paraît pas aujourd'hui, une première depuis 2016, après l'annonce de l'arrivée de Geoffroy Lejeune à sa tête, licencié de Valeurs Actuelles, pour y avoir imposé une ligne zomoriste? Je suis très inquiet. Très inquiet, pourquoi? Pour tout simplement le pluralisme, parce que je vois l'extrême droite conquérir progressivement des parts de marché supplémentaires, avec notamment Vincent Bolloré, et que, contrairement à ce qu'il avait dit devant la commission d'enquête du Sénat il y a quelques mois, eh bien, il n'est pas un simple investisseur dans les médias, ce qui pourrait se justifier. On a besoin d'argent pour alimenter, pour permettre à des médias de faire face notamment aux GAFAM. Il est quoi, mais là, en l'occurrence, c'est l'ogre que décrit Sénat. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui cherche non pas simplement à investir financièrement dans la presse, mais qui cherche à influer sur la ligne éditoriale de la presse. Et on le voit, on a aujourd'hui un problème de concentration dans les mains, en l'occurrence de Vincent Bolloré. C'est Paris Match, c'est Europe 1, c'est le Journal du Dimanche, c'est C8, c'est CNews. C'est toute une galaxie, c'est Canal+, c'est toute une galaxie qui se met au service d'un homme et au service... disons aussi les choses, d'une ambition. Il n'a pas été... D'une ambition ou d'une idéologie? D'une idéologie. Et l'ambition, c'est de conquérir le pouvoir. Je rappelle que Vincent Bolloré était derrière la candidature d'Éric Zemmour aux dernières présidentielles. Et le contexte plus général... Alors, une précision quand même. Une précision. Vous avez parlé de la commission d'enquête du Sénat. David Assouline, sénateur socialiste, à l'origine de cette commission d'enquête parlementaire sur la concentration des médias. Il voit une preuve, donc l'arrivée de Geoffroy Lejeune, de la construction d'un empire de propagande pour la droite extrême et ses valeurs de haine. C'est une opinion, une analyse que vous partagez? Bien sûr quoi? Bien sûr, je partage cette analyse. Effectivement, on a aujourd'hui la volonté d'un homme d'arriver à conquérir idéologiquement un pays en cherchant à influencer les médias et à prendre progressivement une part supplémentaire. Parce qu'on vient de parler de la presse, mais il ne s'arrête pas là, c'est le domaine de l'édition. Aujourd'hui, vous avez 60% de l'édition qui appartient à Vincent Bolloré, 85% de l'édition scolaire. Vous imaginez ce que ça peut représenter? Ça veut dire que quoi? désormais, ça veut dire qu'il y a un risque pour l'éducation? Ça veut dire qu'il y a un risque aujourd'hui de voir en fait une idéologie très particulière, très spécifique, celle de l'extrême droite, s'imposer à travers ce que l'on dit dans les manuels scolaires et ce qu'on ne dit pas. Et donc il y a évidemment un problème de pluralisme qui est posé. De manière plus générale, si on reprend en fait les chiffres que vous connaissez, qui sont assez inquiétants, vous avez 11 personnes qui aujourd'hui détiennent 60% de la presse nationale, 80% de la presse audiovisuelle, 50% de la presse radio. Parce que comme vous disiez au début de cette émission, ils investissent et sans eux, peut-être que cette presse n'existerait plus. Mais c'est pour ça que j'ai pris la précaution de vous dire que l'investissement, il est nécessaire. Il faut qu'il y ait des gens qui mettent de l'argent dans la presse pour que nous puissions notamment faire face à ce qu'on appelle les GAFAM, qui eux-mêmes produisent maintenant des contenus. Mais il faut que l'indépendance de la presse soit aussi garantie. Et donc, il faut maintenant, ça vraisemblablement, légiférer à nouveau pour permettre l'indépendance des rédactions, faire par exemple en sorte que aucun directeur de rédaction ne puisse être en réalité désigné par les actionnaires, ou en tout cas recevoir l'assentiment de la rédaction elle-même avec une majorité qualifiée qui permettrait là de vérifier que l'indépendance de la presse est bien respectée. Ça veut dire qu'il y aura une proposition de loi du Parti Socialiste au Sénat ou à l'Assemblée dans ce sens? Ça veut dire qu'on y travaille. Vous y travaillez? Mais oui. Ça dira quoi précisément? Ce que je viens de vous dire, je pense qu'il faut garantir mieux encore l'indépendance de la presse, des rédactions et faire en sorte que, quels que soient les investisseurs qui peuvent, eux, avoir un intérêt financier, eh bien, il faut que les journalistes puissent continuer à faire leur travail et qu'ils puissent le faire en toute impartialité. La rédaction et tous les services d'ailleurs du JDD, ceux qui sont donc en grève depuis jeudi, se disent écœurés par l'arrivée de Geoffroy Lejeune dans la mesure où, selon la Société des journalistes, la SDJ du JDD, je le cite, il exprime des idées à l'opposé des valeurs que porte le JDD depuis 75 ans. Comment vous imaginez, vous, le JDD dirigé par Geoffroy Lejeune avec à ses côtés Charlotte Dornelas?
je ne vais pas entrer dans la dystopie, mais enfin, quand même, on sait ce qui se passe. En fait, Geoffroy Lejeune ne vient pas de nulle part, hein. Il était à Valeurs Actuelles. Mhm. Et donc, on a vu ce qu'est devenu Valeurs Actuelles, le journal condamné à plusieurs reprises, pour incitation à la haine raciale. Enfin bref, on est dans une situation très particulière. Vous avez quelqu'un qui est, en fait, c'est pas la blanche colombe, c'est au contraire le vautour qu'on a vu, en fait, se Le jeter vautour, c'est qui, Geoffroy Lejeune? oui, qui à chaque fois est venu se jeter sur les sujets avec Quel sujet? sur l'immigration notamment, sur ces questions-là, qui ont à chaque fois été l'objet d'un traitement très particulier, puisque en fait Geoffroy Lejeune ne s'en cache pas, il est un proche d'Éric Zemmour, il croit au grand remplacement, il est dans une forme de propagande permanente et en dépit de toute forme de réalité. Vous savez que sur la question migratoire, on est très loin du grand remplacement, puisque la population étrangère représente 10% sur notre territoire. Donc on est très très loin de tout ce qui est inventé en permanence, de Renaud Camus jusqu'à Éric Zemmour. Je suppose que vous n'irez pas jusqu'à boycotter le JDD. Vous, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, et votre parti. Je viens de vous dire que vous avez aujourd'hui 60% de la presse audiovisuelle, 80%, même 95% de la presse hebdomadaire, hein, puisque là, le journal du dimanche, c'est un hebdomadaire, 95% de la presse hebdomadaire qui est tenue par 11 personnes. Dans ces 11 personnes, peu sont orientés à gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. La difficulté pour nous, c'est que nous ne pouvons pas nous priver de tous ces supports, et donc c'est la raison pour laquelle c'est très difficile de boycotter. Vous imaginez qu'on n'aille plus à Europe 1, qu'on fasse plus rien à Canal+, qu'on n'aille plus à C8, qu'on n'aille plus... Enfin, au fond, CNews, etc., c'est très compliqué, parce qu'aujourd'hui, vous avez de fait des monopoles qui s'installent, et donc nous devons porter la contestation partout où c'est possible, et revenir notamment par la loi sur l'indépendance des rédactions. Pour vous, l'objectif de Vincent Bolloré, c'est quoi? C'est de porter Marine Le Pen, éventuellement avec Éric Zemmour au pouvoir? Son objectif, il est idéologique. Je ne sais pas s'il est maqué avec tel ou tel. Ce que je sais, c'est qu'il porte un projet idéologique. Et que depuis le début, on voit bien que ce qu'il cherche, ce n'est pas simplement à être dans l'influence. Il crée du rapport de force. Il cherche à orienter le débat public et à faire en sorte que le projet qu'il porte soit reconnu par le plus grand nombre. Le débat intellectuel, le débat même politique a longtemps été animé par la gauche. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite qu'elle vend aux poupes. Est-ce que c'est pas quelque part l'échec de la gauche et l'échec du Parti socialiste? C'est forcément un échec pour la gauche quand elle voit l'agenda médiatique monopolisé par les questions que porte l'extrême droite. Mais c'est aussi l'échec de la droite, de toutes les droites, de celle qui est aujourd'hui au pouvoir, qui devait s'installer au pouvoir avec Emmanuel Macron pour faire baisser l'influence de l'extrême droite, alors qu'elle n'a jamais été aussi puissante. Et donc il y a là effectivement une question que tout le monde doit se poser. Et comment est-ce qu'on reprend aussi un combat qui est un combat culturel, hein, qui n'est pas simplement un combat politique ou un combat électoral, mais qui est d'abord un combat culturel pour arriver à réinstaller un imaginaire qui n'est pas celui de l'extrême droite. Puisqu'on parle de l'extrême droite, les conclusions du récent rapport de la commission parlementaire de l'Assemblée sur les ingérences étrangères considèrent que le Rassemblement national est, je cite, la courroie de transmission du pouvoir russe en France. Le Rassemblement national, est-ce que c'est le parti de Poutine en France? C'est un parti qui, en tout cas, a montré par le passé ses accointances fortes avec le régime de Vladimir Poutine et qui a même vu régulièrement un modèle de gouvernance, ce qui est quand même assez étonnant. Mais ça dit simplement une chose, c'est qu'il y a aujourd'hui une internationale d'extrême droite. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, puisqu'on parle de parti nationaliste. Mais on a aujourd'hui, en Europe, et là je ne parle pas seulement de l'Union européenne, mais du continent européen, vous avez effectivement des gens qui se retrouvent même physiquement régulièrement, qui partagent les mêmes valeurs et qui cherchent à revenir. Bon, il y avait hier la marche des fiertés. Eh bien, regardez ce qui se passe même sur le continent européen, avec partout la répression des LGBT, parce que on a des gens qui ne sont pas simples. Enfin, partout, dans un certain nombre de pays. Oui, bien sûr. Dans la Pologne, éventuellement la Pologne, la Hongrie, la Russie, évidemment. Et donc, hier, j'ai rencontré une jeune femme, une jeune artiste qui risque 2 ans de prison parce qu'elle a reproduit une icône en lui mettant une auréole qui n'était pas une auréole dorée comme d'habitude, mais une auréole qui est aux couleurs de l'arc-en-ciel. Une femme russe? Une polonaise. Et qui risque 2 ans de prison. On voit bien qu'il y a une forme
voilà, il y a quelque chose qui se passe à cette échelle-là et qu'il faut combattre à cette échelle-là comme à l'échelle nationale parce qu'il y a un mouvement des États-Unis, de Trump, au Brésil de Bolsonaro et jusqu'à l'Italie de Giorgia Meloni. On voit bien ce qui se passe et ces forces à l'œuvre méritent d'être combattues. Le camp pro-Poutine en France, il ne faiblit pas à l'extrême droite, mais aussi à la NUPES et plus précisément à LFI à travers une position qui a été à géométrie variable de Jean-Luc Mélenchon. Votre allié Jean-Luc Mélenchon, qui un jour a accusé l'OTAN, un autre Poutine et le suivant Zelensky. Et puis il y a surtout Ségolène Royal qui a mis en doute certains crimes de guerre de la Russie en Ukraine comme ceux de la maternité de Mariupol ou les massacres de Boutcha. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que ce ne sont pas des alliés encombrants s'agissant de l'Ukraine et de guerre de Poutine en Ukraine? Ouais, ma position, elle est très claire. Je suis partisan de ce qui se des Ukrainiens et de Zelensky depuis le début. Et Mais vous faites ces constats-là sur Mélenchon et Ségolène Royal? J'y viens. Dans ce que j'ai signé, notamment dans le cadre de la NUPES, j'ai signé un accord dans lequel il est explicitement dit que, en fait, le criminel de guerre s'appelle Vladimir Poutine. Et donc qu'il faut reconquérir avec les Ukrainiens l'intégrité territoriale des Ukrainiens. Donc ce que j'ai signé avec eux est très très clair et il n'y a jamais eu la moindre résignation à un flottement sur la question ukrainienne et sur le rapport à la Russie. Je vois effectivement qu'il y a des gens à gauche qui ont parfois bougé et Mélenchon et Ségolène Royal, par exemple. En l'occurrence, et ce qui me paraît heureux, c'est que l'un comme l'autre, je regarde leurs déclarations récentes, etc., et je vois qu'aujourd'hui, ils ont une parole qui est nettement plus claire et qu'ils se sont rangés du côté de ceux qui se battent aujourd'hui aux côtés des Ukrainiens contre la Russie, qui est le seul agresseur dans cette histoire. Au passage, quel jugement vous portez, c'est l'actualité du week-end aussi, sur Poutine, sa guerre et puis les derniers rebondissements du week-end avec la rébellion avortée du chef du groupe Wagner, Prigojine? C'est encore la grande confusion. C'est difficile de sortir du café du commerce et je vois des gens qui commentent sans savoir vraiment ce qu'ils commentent. Parce qu'on ne sait pas où on va. En gros. On ne sait pas très bien où on va, on ne sait pas très bien quelle est la nature du deal. Ce que je crois, c'est quand même que Poutine est sorti affaibli de cette séquence parce qu'il a fait, à l'insu de son plein gré, la démonstration d'une certaine forme de faiblesse, avec une armée de mercenaires qui est capable d'arriver à 200 km de Moscou et capable de faire fléchir le Kremlin. C'est le début de la fin pour Poutine, là? Je ne sais pas, je n'irai pas, je serais beaucoup plus prudent. Je le souhaite, mais enfin, parce que même si pas pour être remplacé par Prigojine. C'est de barbare, quelque part. Hein. Exactement, donc c'est pas remplacer l'un par l'autre. Mais je vois quand même qu'il y a aujourd'hui une forme de faiblesse et certainement une opinion publique qui est très loin de soutenir avec la force que l'on dit le Kremlin et une opinion publique chef Poutine. Russe, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Et je vois que les mercenaires de Prigojine sont rentrés comme dans du beurre dans la Russie de Poutine et qu'ils se sont approchés de très près de Moscou. Et donc, il y a qui en repartent à la vitesse grand V. Alors, quelle est la nature du deal? Quelle est la réalité de ce coup de force, de ce pseudo-coup d'État? Je n'en sais rien. En fait, je reste très prudent parce qu'on n'est pas obligé de tomber dans tous les panneaux non plus. Alors, une guerre en Ukraine, en partie, à l'origine du crise de l'énergie sans précédent depuis 1973. Le constat fait par tous les experts, c'est que l'avenir passe plus que jamais par le nucléaire. Est-ce que vous souscrivez à cette thèse, Olivier Faure? Plus que jamais, notre souveraineté énergétique est en question. Plus que jamais, nous avons besoin de nous garantir des ressources énergétiques. Et il faut évidemment d'abord les chercher du côté du développement durable. Mais il faut aussi considérer l'énergie. D'abord le développement durable ou d'abord le nucléaire? D'abord le développement durable, parce que c'est la seule énergie qui soit une énergie d'avenir pour les générations qui viennent. Mais il faut considérer évidemment avec beaucoup de réalisme le fait que l'énergie nucléaire est une énergie de transition et que nous ne pourrons pas nous en passer à court terme parce que évidemment nous avons besoin... Quand vous dites à court terme, ça veut dire jusqu'à quand? Tant que nous n'aurons pas des ressources produites par l'énergie renouvelable qui soient de nature à remplacer complètement l'énergie d'aujourd'hui, nous aurons besoin de recourir au nucléaire. Donc ça peut durer un siècle, hein.
Ça peut durer. Je ne suis pas. Ça, moi, j'ai Vous n'êtes toujours pas un pensé. expert, vous voulez dire, hein? Non, c'est pas. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il faut, sur ces questions, qui sont des questions sérieuses, faire en sorte de le faire en lien avec celles et ceux qui pourront nous éclairer, et notamment avec l'autorité de sûreté nucléaire pour savoir quelle est la durée de vie que l'on peut accorder aux centrales actuelles, et donc voir dans quelles conditions elles peuvent être prolongées, et si en fait nous n'arrivions pas à faire le relais avec les énergies renouvelables, proposer aux Français par la voie référendaire, en fait, effectivement, une solution qui maintienne dans le mix énergétique le nucléaire. Vous croyez qu'un référendum, c'est ce qu'il y a de plus judicieux dans cette affaire? Je pense que sur des questions qui touchent... C'est pas les responsables politiques qui doivent prendre leurs responsabilités? Mais je prends les miennes, je vous dis ce que j'en pense. Je vous dis, moi, alors que ce n'est pas forcément populaire, je vous dis que nous ne pouvons pas nous passer à court terme du nucléaire, que nous devons considérer que les énergies de transition, même si nous n'avons pas des ressources en uranium qui dureront les 15 prochains siècles. Donc il faudra bien de toute façon penser autrement l'énergie. Mais pour l'instant, nous avons besoin encore d'énergie nucléaire pour pouvoir satisfaire nos besoins, notamment de décarbonation de nos usages et de l'économie, parce que l'urgence, la grande urgence, celle sur laquelle nous nous battons, eh bien, c'est d'abord celle évidemment, du réchauffement climatique. C'est pourtant pas l'option, la thèse de ELV qui considère qu'il faut se passer du nucléaire. Je pense qu'à terme, ils ont raison, mais à court terme, il y a une nécessité de continuer. C'est difficile de considérer que désormais, on demande aux Françaises et aux Français de ne plus circuler, de ne plus téléphoner, de ne plus avoir d'ordinateur, etc. Et ils le savent. Et je pense que même, y compris chez Europe Écologie Les Verts, il y a une évolution. J'ai entendu dans l'élection présidentielle et après même... Notamment Yannick Jadot. Oui, sur la avec question des du grand divergences entre carénage. lui et un certain nombre d'autres... Il y a des débats partout, dans tous les partis politiques, et c'est heureux. Mais je vois quand même que sur la question du grand carénage, par exemple, il y a eu une évolution. Et après, là où ils ont raison de nous alerter, c'est qu'il faut aussi, dans cette étape qui est juste devant nous, avant qu'on ait tous les moyens énergétiques renouvelés et renouvelables, eh bien, il faut aussi aller vers plus de sobriété, parce que nous sommes dans une urgence qui suppose que nous allions le plus vite possible et que nous fassions en sorte de ne pas abandonner à nos enfants, à nos petits-enfants et à ceux qui leur survivront une planète qui serait totalement dégradée. Alors, toujours environnement, écologie, est-ce que vous comprenez l'opposition des écologistes et de LFI à la construction en cours, et c'est pas un projet, c'est une construction en cours, de la ligne ferroviaire Lyon-Turin qui avait été décidée sous Lionel Jospin en 2001? Et est-ce que sur ce dossier, vos amis ou vos camarades de LFI et de EELV se trompent? J'aimerais les convaincre, effectivement. Vous êtes pour vous, hein? Oui, nous sommes favorables au Lyon-Turin pour des raisons qui sont justement écologiques. Alors, il faut prendre en considération toutes les alertes qui sont données sur les nappes phréatiques, etc. Il faut tout prendre en considération. Mais la réalité, c'est que si vous voulez continuer à avoir des échanges avec l'Italie, et que l'Italie ait des échanges avec le reste de l'Europe. Parce notamment l'Espagne et les autres pays méditerranéens. Oui, absolument. Pour remonter vers le nord, il faut bien un moment que le fret puisse passer quelque part. Soit il passe par des camions, soit il passe par les voies actuelles, mais qui sont à la fois dangereuses et en même temps qui sont très engorgées et qui sont aussi très vieillissantes. Ce qui interdit aujourd'hui, ce qui a obligé à une baisse de fréquentation sur cette ligne-là du fret ferroviaire. Et moi, je crois au fret ferroviaire, je crois à la nécessité de le relancer et de faire en sorte que, là aussi, nos usages changent, qu'on préfère le train au camion, parce que, évidemment, c'est infiniment moins polluant. Et donc, nous allons continuer à échanger, nous le savons tous. C'était en 2001, justement, la position et de Lionel Jospin, mais aussi de sa ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, et son ministre des Transports, Jean-Claude Guessot. Oui, et c'était aussi la position, à l'époque, de René Dumont, décédé depuis, mais en fait qui est le père de l'écologie politique en France. Et comment vous expliquez que les écologistes et LFI aujourd'hui aient une position totalement opposée à celle-ci? Je ne me l'explique pas, je pense qu'il y a besoin... C'est une raison politicienne? C'est quoi? Non, je pense qu'il y a des convictions profondes chez eux, certainement la volonté de ne pas réentamer de grands travaux d'infrastructure. Mais ils sont déjà lancés, hein? Oui, bien sûr. Non, mais enfin, je pense qu'il y a chez eux la volonté de ne pas
prolonger, relancer des grands travaux d'infrastructure. Et parfois, ils ont raison. Je pense qu'à Sainte-Soline, ils avaient raison. Je pense que sur le tunnel, je pense qu'ils avaient raison sur, comment s'appelait ce projet dans le Val d'Oise, dont j'ai oublié le nom, mais qui le a centre été commercial sur le grand centre commercial. Effectivement, ils avaient raison là aussi. Mais sur le Lyon-Turin, je pense qu'ils ont tort. Alors, à l'origine des manifestations parfois violentes contre la ligne Lyon-Turin et aussi, surtout, contre les méga-bassines de Sainte-Soline dont vous venez de parler, ou les serres expérimentales de la région de Nantes, l'association Soulèvement de la Terre, qui a été dissoute mercredi en Conseil des ministres. La NUPES, dont le PS a dénoncé cette dissolution, est-ce à dire, Olivier Faure, que la désobéissance civile, passant par la violence, est une forme d'action une forme d'action politique parfaitement acceptable? Mais d'abord, je ne sais pas... il y a la désobéissance civile, ça a toujours existé. Et il ne s'agit pas de reconnaître la violence, mais de considérer que dans une démocratie, on a besoin d'avoir aussi des contre-pouvoirs. Et les soulèvements de la Terre, qui est en réalité une nébuleuse d'organisations qui en sont membres, eh bien, fait partie de ces contre-pouvoirs nécessaires et qui sont là pour lancer l'alerte. Et quand on reprend l'épisode de Sainte-Soline, la réalité, c'est que je ne sais pas d'où vient la violence. Il y avait certainement des gens qui venaient de toute l'Europe. Enfin, on l'a vu sur les images. Oui, on a vu. Elle venait des manifestants, les policiers n'ont fait que répliquer à la violence des manifestants. En fait, je crois qu'il y avait des gens, des activistes ou des gens qui n'avaient rien à faire à cet endroit, au milieu des familles, pour venir en découdre avec la police. Mais comme vous avez des black blocs qui rentrent dans toutes les manifestations sociales, et vous avez des gens des soulèvements de la Terre qui étaient venus pour manifester. Ce jour-là, vous avez eu autant de policiers sur place que de manifestants, ce qui était la volonté aussi du pouvoir d'en découdre et de chercher des images qui étaient celles d'un affrontement police contre manifestants. Ou peut-être d'éviter un affrontement violent. Non, si vous n'aviez pas eu de policiers à Sainte-Soline, qu'est-ce que c'est Sainte-Soline? Ce sont des champs avec un trou au milieu, trous au milieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Rien, vous auriez laissé un quart de CRS seul au milieu de la Pampa. Peut-être la constitution d'une ZAD, peut-être que le pouvoir voulait pas la constitution d'une ZAD. Non, mais à Notre-Dame-des-Landes, vous aviez un écosystème totalement différent. Vous aviez des fermiers sur place, vous aviez des paysans vous aviez un espèce de maquis qui permettait de tenir une ZAD. Là, vous êtes au milieu de champs, au milieu du désert, si vous voulez. En fait, vous avez des plaines avec des grandes bassines qui sont creusées au milieu, grandes bassines qui ne sont d'ailleurs toujours pas construites. Il y a les excavations, c'est tout ce qu'il y a. Et donc, qu'est-ce que vous voyez qui se passe? Vous aviez 15 personnes qui restent au milieu du trou. Et ils auraient été délogés quelques jours plus tard. Mais la vraie question, et c'est là qu'il faut se poser la question de la violence qui est faite au monde paysan. Quand vous avez quelques personnes qui privatisent la ressource en eau, les grandes bassines, c'est pas simplement de la rétention de l'eau qui tombe du ciel, c'est d'aller piocher, puiser dans la nappe phréatique, la privatiser pour quelques-uns au détriment de tous les autres. La violence fondamentale, elle est là. Et les gens qui manifestent contre ces bassines, eh bien, c'est évidemment ce qu'ils cherchent à nous rappeler. Et cette question de l'eau est une question qui va devenir centrale. On a parlé d'énergie, mais la question de l'eau va devenir aussi centrale. On voit bien aujourd'hui les départements qui en sont privés. On voit déjà les conséquences de ce réchauffement climatique qui produit sécheresse, puis ensuite inondation parce que les sols n'absorbent plus l'eau comme il le faudrait. Et donc, cette question-là, elle est devant nous. Et on ne peut pas laisser aujourd'hui business as usual. On ne peut pas laisser, en fait, des gens s'accaparer des biens communs. Et donc, il est logique qu'il y ait des gens aussi qui alertent. Et il est aussi logique qu'on défende aujourd'hui les soulèvements de la Terre parce que de toute façon, personne ne dissoudra ces mouvements. Ces mouvements, ils reviendront sous une forme ou sous une autre, organisés ou inorganisés. Parce que la jeunesse, aujourd'hui, elle est dans la rue, elle est dans les manifestations. Et quand elle est violente ? Mais il ne s'agit pas de... Quand il y a des violences, les gens qui sont violents doivent être arrêtés, interpellés, arrêtés, jugés, condamnés. C'est aussi simple que ça. Mais on ne peut pas condamner des mouvements qui ont vocation à alerter sur les dangers que nous courons toutes et tous ensemble. Dans l'actualité, il y a aussi l'annulation par le tribunal administratif de Paris de l'arrêté d'agrément accordé par Matignon, donc cité sous Jean Castex, à l'organisation Anticor. Une décision de justice qui fait suite à une plainte de 2 anciens membres d'Anticor, Claude Bigel et Yves Sassio, qui dénonçaient l'opacité du fonctionnement de l'association et l'importance prise par l'un de ses principaux donateurs, Vinci Guerra. En clair, ce retrait de l'agrément d'Anticor n'a rien de politique. C'est une décision de justice. Vous y soumettez ou pas ? Mais je suis bien obligé de m'y soumettre. En fait, je ne vais pas aller prendre par la force le tribunal et les obliger à quoi que ce soit.
Je crois qu'il y a un appel qui est malgré Mais c'est tout. pas le pouvoir qui l'a décidé, parce qu'on a entendu des déclarations, notamment Mathilde Panot, accusant le pouvoir d'avoir décidé ça. Non, je vous dis les choses telles que je les pense. Il y a une décision de justice. Maintenant, il y a en fait à Matignon la possibilité de redonner un arrêté d'agrément à cette organisation qui là aussi est un contre-pouvoir et qui est un contre-pouvoir important. Ils sont partie civile dans, je crois, 150 affaires qui visent les élites ou les élus. Donc et donc moi, je demande au gouvernement, je demande à Madame Borne de bien vouloir redonner un agrément, comme ça lui a été demandé d'ailleurs par Anticor, un agrément qui permet à Anticor de se porter partie civile. Autrement, ils vont disparaître de toute une série de procédures qui sont entamées, et c'est extrêmement préjudiciable parce qu'ils sont parmi les organisations non gouvernementales, celles qui, avec le plus de constance, plaident pour la transparence, pour la justice, pour la lutte contre la corruption. Et vous avez des affaires extrêmement graves aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez pas avoir d'un côté un gouvernement où tout le monde, ou presque, enfin j'exagère un peu, mais enfin, vous avez un tiers du gouvernement qui est mis en examen. Un tiers du gouvernement, vous exagérez un peu. Vous en avez qui ont maille avec la justice, ça doit bien être un tiers. Et je et parle uniquement de ceux qui sont, je parle que de ceux qui sont encore au gouvernement. Je parle même pas de ceux qui ont déjà dû le quitter. Donc on a quand même un gouvernement qui est qui est très singulier en cette matière. Ça ne s'est jamais vu. Et au moment où on a ce gouvernement, vous avez parallèlement l'organisation qui lutte contre la corruption, qui elle est privée d'agrément. Donc je pense que le geste que devrait produire évidemment Madame Borne, c'est de rendre cet agrément à Anticor. Ça veut dire que vous demandez à la Première ministre, chef du gouvernement, d'aller contre une décision de justice? Non, elle a la possibilité de redonner un agrément. Et ensuite, la justice a demandé un certain nombre de comptes à l'association Anticor. Il faudra qu'elle réponde aux interpellations sur la transparence de ses propres comptes, etc. et sur la place prise par tel ou tel. Mais ça n'empêche pas que cette association, elle doit continuer à exister parce qu'en l'occurrence, moi, ce que je vois, et je vous le dis, en fait, Anticor, c'est pas une association qui a été fondée par le Parti socialiste. C'est Éric Alphen qui en est l'auteur. Qui était à l'époque pas très loin de l'opposition de gauche à l'époque contre le système Chirac. Mais je crois que Éric Alphen a été candidat du MoDem en fait en 2017. Pas du MoDem ou même de Renaissance, de La République En Marche. Je crois que c'était un candidat de La République En Marche. Bon, écoutez. C'était créé longtemps avant. Enfin bref. Oui, peu importe. Ce que je dis simplement, c'est que c'est Éric Alphen qui en était l'auteur initial et que cette association n'est pas là pour me faire plaisir. Et elle a vocation à lutter contre la corruption où qu'elle se niche. Et elle peut se nicher dans n'importe quelle formation politique. Mais pour éviter qu'il y ait cette forme de repli partisan avec des gens qui se couvrent les uns les autres, il y a des organisations qui sont nées pour dire la transparence, on la doit aux Françaises et aux Français. La lutte contre la corruption c'est évidemment là aussi un élément central. Et quand je vois ce qui se passe au Parlement, ce qui s'est passé au Parlement européen, je suis fier que quelqu'un comme Raphaël Glucksmann, qui est dans le groupe social-démocrate au Parlement européen, que j'ai soutenu dans la dernière campagne des Européennes, soit aujourd'hui au premier poste sur ces combats-là. Autre sujet, il y a beaucoup de questions encore à vous poser. Le 14 juin, un chalutier parti de Libye a coulé alors qu'il faisait route vers l'Italie. Bilan, au moins 600 morts. 600 morts sans véritable mobilisation internationale. Une mobilisation internationale constatée pourtant à l'occasion de l'accident du sous-marin Titan disparu au large des côtes américaines avec 5 hommes à bord. 5 milliardaires. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça dit de l'état du monde et puis aussi de l'état de l'information? Quand il y a eu ce naufrage de ce bateau de migrants, je me suis étonné de voir qu'un seul journal en faisait sa une, le journal Libération en l'occurrence. Et ça dit quelque chose. Mais donc le parallèle, il est justifié le parallèle qu'on peut faire entre ces deux naufrages. Mais oui, parce qu'il y a un effet de sens qui est évident. En fait, vous avez une mobilisation de plusieurs pays qui mettent des centaines de milliers d'euros pour aller à la recherche de ces 5 milliardaires qui sont partis de leur plein gré. Dans leur disparition, dans la disparition, est un drame. Mais bien sûr. Et c'est pas parce qu'ils sont milliardaires qu'ils n'ont pas le droit à la vie. Et moi, je suis évidemment pour qu'on les secourt. Mais il y a une telle disproportion de l'intérêt porté sur les uns et le désintérêt sur les autres, les moyens mis à disposition pour aller rechercher 5 personnes et l'absence de moyens. Pourquoi, d'après vous? Pour pouvoir... parce que tout simplement, on a aujourd'hui une forme de... Je pense... il y a quelque chose qui s'est passé dans l'opinion publique, dans la façon dont on a été progressivement
mitridatisé par les drames et notre conscience universelle faiblit progressivement et on finit par se dire qu'il y a des gens qui ne méritent peut-être pas notre attention. Des gens, par exemple, quand ils viennent d'Afrique ou du Maghreb? Mais spécifiquement, enfin, on vient de parler du Titan et de ce bateau qui a coulé. On pourrait même parler aussi du parallèle qu'on peut faire entre l'accueil réservé aux Ukrainiens et l'accueil réservé aux populations subsahariennes ou maghrébines. Et là Vous aussi, pensez on qu'il y a une voit un forme de deux poids, deux racisme mesures. derrière? Ben, je pense qu'il y a effectivement une forme de distinction qui s'apparente parfois à du racisme, pas chez tout le monde, mais effectivement, ça demande qu'on se repose des questions et qu'on s'attache à la vie humaine. Il n'y a pas une vie humaine qui ne mérite pas d'être sauvée. Et ces gens qui sont aujourd'hui, qui organisent ces mouvements migratoires, qui cherchent à retrouver un espoir en venant sur nos côtes, eh bien tout simplement, ce sont des gens qui en sont privés d'espoir dans leur pays d'origine. Personne ne fait le voyage pour son seul plaisir. Vous croyez que les gens qui habitent un village, une région, un pays, qui ont des amis, une famille, une histoire, une langue, une culture arrive sur nos côtes parce qu'ils nous trouvent formidables? Non, ils y viennent parce que c'est le désespoir chez eux. Et donc, nous devons tout organiser pour faire en sorte que ces gens ne viennent pas ici. Mais ça suppose là d'y mettre les moyens. Et ça change quelque Il y a eu chose. un sommet. Il faut aller rapidement parce qu'on a beaucoup de questions à poser. Ça change quelque chose par rapport au débat sur l'immigration qui est en cours et qui va continuer. Ben, ça devrait changer quelque chose. Mais je vois qu'il y a eu un sommet il y a quelques heures en France sur le sommet financier organisé par Emmanuel Macron. Mais quand je vois entre les mots qui sont prononcés et les actes Même qui ne sont pas même Cécile Duflot, je crois réalisés, que ça va dans le bon sens. mais tout ce qui permet de prendre conscience va dans le bon sens. En revanche, 2 milliards notamment pour le Sénégal ou 2,5 milliards pour le mais Sénégal. tant mieux, même si c'était 500 millions, on dirait tant Ouais. mieux. Mais on est tellement loin de ce qu'il faudrait faire. Les Occidentaux se sont engagés à donner 100 milliards de dollars par an. On en est très loin. Selon Oxfam, l'association dirigée par Cécile Duflot, Ouais. c'est un quart seulement aujourd'hui. Et on voit bien que même la France, qui verse 6 milliards par an, 6 milliards essentiellement sous la forme de prêts remboursables, très peu sous la forme de dons. Et donc, on voit bien qu'on est très très loin du compte. Et on est très très loin de la possibilité pour ces pays de faire face au réchauffement climatique, alors qu'ils n'en sont pas responsables. L'Anthropocène, ce mouvement qui nous conduit au réchauffement climatique aujourd'hui, eh bien, les pays qui sont aujourd'hui les premiers à souffrir du réchauffement climatique sont absolument pour rien dans ce réchauffement. Quand on prend l'exemple de la Somalie, c'est 0,03% du réchauffement climatique. Donc voilà, il faut que chacun... Alors que si on vivait partout comme les Américains, il faudrait 5 planètes à consommer. Alors, rien à voir. Toujours dans l'actualité Olivier Faure, on passe à un tout autre sujet. Enfin, un tout autre sujet qui a un rapport quand même, parce qu'il s'agit de racisme. Ces insultes au relent antisémite proférées mercredi par Frédéric Tronche, un militant de la CGT cheminot contre Éric Zemmour, à bord d'un train pour Limoges. Compte rendu par le militant en question sur sa page Facebook. Zemmour dans mon train, je vérifie si le train va bien à Limoges. Peur qu'il aille en Pologne. C'est lui qui l'a écrit, Frédéric Tronche. Version de Zemmour certifiée par des policiers assermentés. Tu prends le train pour la Pologne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et qu'est-ce que ça, d'autant plus, qu'est-ce que ça vous inspire dans la mesure où Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, a posté un tweet en défense de son militant, remplaçant au passage la destination Pologne par Vichy, avec à la clé un emoji d'un visage représentant un fou rire. Est-ce vraiment une réaction digne de la patronne de la CGT? Peut-on, comme elle l'a fait, plaisanter avec des propos au relent antisémites? Bon, faut-il seulement que je rappelle à quel point je suis loin d'Éric Zemmour Oui, et bien à sûr, quel bien point ce qu'il dit, et lui-même ayant cherché à réhabiliter Vichy, dire à quel point je me sens très 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 loin, pour ne pas dire totalement opposé à ce que porte Éric Zemmour. Cependant, il y a plusieurs versions qui traînent, etc. Mais si la version, du du militant a été écrite. Si la version qui est la blague sur la Pologne, et en Pologne, bien, en fait, tout le monde se souvient Donc qu'il y Auschwitz, avait, notamment Auschwitz, eh bien, effectivement, la blague est plus que douteuse. Ouais. Et elle a, même si je crois savoir que ce militant n'est pas du tout un militant connu pour des positions antisémites, mais en tout cas, la blague, elle l'est. Et donc, à ce titre, elle est condamnable. Et je regrette que quelqu'un qui porte le combat syndical, le Sophie combat de Binet, la hein. CGT, Ouais.
Non, je parle de Tronche, ait pu prononcer ces mots, s'il les a prononcés, parce que il y a là, évidemment, quelque chose qui est à l'opposé aussi des valeurs que porte la CGT. Et alors, justement, Sophie Binet a eu tort alors de le défendre. Mais Sophie Binet, je ne sais pas ce qu'elle savait, ce qu'elle sait de cette affaire, et sans doute, puisque s'il n'a pas prononcé les mots Vichy, ce qui aurait été une blague d'une autre nature, puisque ça aurait fait référence au fait que, effectivement, Éric Zemmour avait lui-même cherché à réhabiliter Vichy. Si ça n'a pas été prononcé et que Sophie Binet n'en savait rien, il y a une erreur d'interprétation. Et si elle le savait, si elle a menti sciemment ? Non, je ne crois pas qu'elle ait menti sciemment. Je lui fais parfaitement confiance. Je crois que c'est une grande dirigeante de la CGT et je pense que nous avons besoin d'elle. Là aussi, ne cherchons pas à, dans cette polémique, entraîner toute la CGT et laisser penser qu'il y aurait en fait de l'antisémitisme à la CGT. Alors, mais d'ailleurs, l'antisémitisme, il est où aujourd'hui ? Il est à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite ? Il est partout. Il y a toujours eu des antisémites partout. Hein ? Et il faut les combattre partout où ils sont, partout où ils se trouvent. Mais je sais aussi que la pensée antisémite, elle vient essentiellement de l'extrême droite et que c'est cette extrême droite. Elle est aussi à gauche. Mais il y a des gens antisémites partout, malheureusement. Ouais. C'est même dans l'inconscient. Ouais. C'est même dans. J'espère qu'au PS, il n'y en a pas. En tout cas, s'il y en avait, en fait, on les exclurait immédiatement. Donc, mais ce que je sais, c'est que la pensée antisémite, malheureusement, est une pensée répandue. Elle a été au cours des siècles l'apanage, y compris parfois un apanage religieux, et avec des catholiques qui longtemps ont considéré que c'était le peuple déicide. Voilà, donc c'est un combat de tous les jours, et malheureusement, ça fait des siècles que l'antisémitisme. Robert Badinter a dénoncé, il était à votre place il y a quelques semaines, il a dénoncé à ce micro, je cite, un antisémitisme camouflé en antisionisme provenant d'une partie de la gauche. Et il dit derrière les attaques contre le sionisme, il y a l'antisémitisme. Vous faites la même analyse que lui ou pas ? Moi, ce que je crois, c'est que quand on a le droit de contester, évidemment, un gouvernement qui est celui de Netanyahou, et qui est un gouvernement largement dans les mains de l'extrême droite israélienne. Et on a le droit de contester la colonisation, je dirais même qu'on en a le devoir. Mais là où il y a une limite qu'il faut se poser, c'est quand il y a des gens qui, au nom des exactions commises par un gouvernement, cherchent à remettre en cause l'existence même d'Israël. Et là, on tombe dans l'antisémitisme. Mais l'antisionisme, je ne sais pas quelle définition vous en donnez. Simplement, ce que je vous dis, c'est que... Mais ce que moi je vous dis, Frédéric Aziza, c'est que dès lors qu'on passe d'une contestation légitime d'un remettre en cause l'existence de l'État d'Israël. Et quand on remet en cause l'existence de l'État d'Israël, effectivement, on bascule dans autre chose. Critiquer la politique du gouvernement israélien, c'est tout autre chose. Retour, Olivier Faure, en France, avec la séquence réforme des retraites, finalement adoptée par le Parlement. Avec dans l'actualité... Non, elle n'a pas été adoptée par le Parlement. Enfin, en tout cas, elle a été adoptée, même si c'est par le 49.3, adoptée par le Parlement. Avec, dans l'actualité, le dernier rapport du corps qui prédit que le système de retraite devrait redevenir déficitaire dans tous les scénarios retenus par le corps dès 2024, malgré la réforme du gouvernement. Est-ce que, quelque part, c'est pas la confirmation que cette réforme était nécessaire et qu'il fallait même peut-être aller plus loin ? Ah bah oui, c'est une question qui se pose. Oui, oui. Hein, c'est une question que voudrait nous poser le gouvernement. La réalité, elle est tout l'inverse. C'est que, en fait, que dit le corps ? Il dit qu'il y a un problème de recettes. Ouais. Mais nous n'avons jamais dit le contraire. Je vous rappelle que dans l'hémicycle, nous avons nous-mêmes tenu un discours qui était très simple, c'est qu'il y a vraisemblablement un problème de financement, mais ce problème de financement ne peut pas être résolu en le faisant supporter par les gens qui ont commencé à travailler tôt, par les femmes qui ont eu des carrières hachées, et donc, par ceux qui ont eu des métiers pénibles. Est-ce que, alors, puisqu'il reste 7 minutes, beaucoup de questions, est-ce que, donc, avec la NUPES, avec LFI, avec le PC, vous êtes fixé comme objectif de revenir à la retraite à 60 ans ? C'est bien le cas ? Oui, l'âge légal, en fait, moi je crois que... Ça coûterait 80 milliards par an ? Non, en fait, ça dépend de ce qu'on fait. En fait, vous avez 60 ans, c'est l'âge légal. Ça permet de protéger les gens qui ont commencé à travailler tôt. Ouais. Et après, vous avez le système d'annuité. Combien d'années de cotisation il vous faut pour arriver à la retraite ? Et moi, je plaide pour que le nombre d'années de cotisation soit variable selon la pénibilité. Mais 60 ans, ça serait l'âge légal ? Oui, 60 ans, ça peut être l'âge légal. Alors que sous Hollande, c'était 62 ans. La réforme Touraine fait partir les gens à la retraite à peu près 63 ans. Donc, il n'y a pas un bug quelque part ? Non, comprenez-moi bien. En fait, 60 ans, c'est l'âge à partir duquel vous pouvez faire valoir vos droits. Mais si vous voulez une retraite à taux plein, il faut qu'il y ait 43 annuités.
Ce qui fait, faites vos comptes, en fait, des départs qui sont très différents selon les uns les autres. Là, vous parlez d'une moyenne. Moi, je vous parle, en fait, de catégories différentes. Et donc, je souhaite qu'on distingue selon les catégories. Vous avez des gens qui ont des métiers qui peuvent... Je pense que vous serez très content d'être à 70 ans à Radio J. Et c'est parce que vous avez un métier qui n'est pas un métier pénible, mais qui est un métier très agréable puisque vous me recevez. Et donc, vous avez là la possibilité de continuer plus longtemps. En revanche, si vous étiez au marteau-piqueur, eh bien, là, ce serait très différent. Et donc, je souhaite qu'on distingue et qu'il y ait des années de cotisation qui ne soient pas de même nature selon le métier que vous êtes en train de remplir. 5 minutes. Au moins une dizaine de questions. Est-ce que vous portez, comme Laurent Berger, une crise de la démocratie? Comment on s'en sort? Par un Big Bang social ou par un Big Bang politique avec un remaniement impliquant ou non un changement de Premier ministre? Mais les deux, mon capitaine. En fait, moi, je souhaite, évidemment, je pense qu'il y a une crise profonde de la démocratie aujourd'hui. Et comment on en sort rapidement? Et c'est Laurent Berger qui le dit. Je me réfère aussi à Pierre Rosanvallon, qui est un des grands intellectuels français et qui avait même proposé des cours de rattrapage de démocratie à Emmanuel Macron. Nous sommes dans une grave crise où le dialogue social est amputé, où la démocratie parlementaire est totalement méprisée et où vous avez maintenant même y compris des contre-pouvoirs qui les uns après les autres Big Bang social ou Big Bang politique, remaniement ou pas, changement de Premier ministre le ou pas? remaniement, ça m'est complètement indifférent. Ou pas? Mais ça m'est complètement indifférent. Si c'est pour faire la même chose, ce sera du pareil au même. Ce que je crois en revanche, c'est qu'il faut faire évoluer nos institutions. Je ne crois pas que la 5e République, elle est à bout de souffle aujourd'hui. On voit bien qu'on est arrivé la 6e République comme Jean-Luc Mélenchon? Mais moi, je ne suis pas pour la 6e, je suis pour la 8e ou la 9e, parce que ça fait très longtemps que nous avons déjà dépassé la 5e. La 5e, c'est 58. La 6e, c'est 62, avec l'élection du président de la République sur suffrage universel direct. Puis après, vous avez le quinquennat. Puis après, vous avez l'inversion du calendrier, puis etc. Donc, on voit bien que nous n'avons cessé de présidentialiser ce régime. Et donc, nous devons maintenant, au contraire, le parlementariser. Vous êtes toujours pour l'élection du président au suffrage universel? Oui, à une condition, c'est que le Premier ministre soit, lui, élu par le Parlement, qu'il soit obligé de demander la confiance du Parlement, que ce soit lui qui récupère le droit de dissolution et qu'il soit dans un face-à-face avec le Parlement, dans un dialogue permanent avec le Parlement. 4 minutes avant ce qui changerait beaucoup de choses et ce qui nous rapprocherait des démocraties européennes. Dans un an, les européennes, justement. Olivier Faure-Élevé va avoir sa liste, le Parti communiste aussi. Est-ce que dans ces conditions, le PS n'est pas condamné à y aller seul, de son côté, avec sa propre liste et son propre projet? C'est d'autant plus qu'en ce qui concerne l'Europe, vous divergez quand même notamment de LFI. Mais j'ai toujours dit la même chose et je vais vous le répéter à ce micro. Moi, je ne crois pas que ce soit les alliances qui dictent les projets, c'est les projets qui dictent les alliances. Et donc, nous avons... Donc une alliance, elle est impossible avec LFI, c'est ça que vous voulez dire? En l'occurrence, pour l'instant, on a eu des débats qui sont totalement théoriques. Je voudrais savoir ce que portent les uns et les autres et je vérifierai sur pièce ce que portent les uns et les autres. S'il y a des évolutions qui sont très notable, notamment de la part des communistes et des insoumis sur la question européenne. Les ELV va seul, donc il ne reste plus qu'une possibilité d'alliance entre le PS et LFI. Moi, je suis pour une alliance, je suis pour que nous ayons une alliance qui corresponde à ce que nous portons ensemble. Donc, je veux vérifier avec chacun ce qu'il porte et comment nous avançons. Donc, il n'y aura pas d'alliance avec LFI. Il n'y a pas de liste commune. Mais je vois aujourd'hui la difficulté à la montée. En même temps, ce que je voudrais rappeler aussi, pour ne pas dramatiser ce moment-là, c'est que la gauche, en Europe, et en France singulièrement, même quand elles gouvernaient ensemble, il n'y a jamais eu de liste commune. Et donc, ça n'est pas la matrice du rassemblement de la gauche pour les élections présidentielles et pour les élections législatives. S'il y a une liste socialiste autonome, c'est Glucksmann qui sera tête de liste? Mais on en parlera à ce moment-là quand on aura décidé de ce que nous faisons, puisque c'est en octobre que nous prenons notre décision. Avant les européennes, il y a les sénatoriales. Et dans ce cadre, un désaccord avec Anne Hidalgo, qui a refusé d'inclure, a priori, dans la liste des candidats PS à Paris, un représentant de votre courant, donc le courant du premier secrétaire. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous confirmez que la Fédération de Paris va être mise sous tutelle du national? J'espère que la raison va l'emporter. J'espère tout simplement que la règle qui veut que chez nous, tout le monde soit représenté en fonction de son poids, eh bien... C'est-à-dire qu'elle est plus raisonnable, Anne Hidalgo? J'espère que toutes celles et ceux à la Fédération de Paris qui aujourd'hui sont arc-boutés sur une liste qu'ils ont composée tout seuls, eh bien... Qu'est-ce que vous lui demandez précisément? Simplement que sur les quatre candidats socialistes qui vont être élus, puisque sur les sénatoriales à Paris, on connaît déjà le résultat, eh bien, il faut que, à minima, pour une motion qui a obtenu 40%, pardon de faire de la cuisine, mais enfin, elle est au moins
40% des sièges, et même, elle devrait même en avoir. Donc ça veut dire 1 ou 2 sièges. Ça veut dire 1 ou 2 sièges. Et si c'est pas le cas. Et donc, si c'est pas le cas, eh bien, il y a un bureau national qui tranchera et qui prendra position. Est-ce que vous souhaitez un candidat unique de la NUPES à la présidentielle? Oui. Ça peut être Olivier Faure? Mais ça sera celui ou celle Ouais. qui incarnera le projet commun que nous aurons négocié préalablement. Est-ce que ça peut être Est-ce qu'il peut s'appeler Olivier Faure? Mais ça peut être n'importe Fort qui. Olivier, Ça peut même être Frédéric Aziza, si Je vous crois voulez. pas, non. Mais bon, Bon, Olivier alors, Faure. Non, moi, ce pas que je vous Frédéric dis, Aziza. c'est que la question... Non, enfin, je ne veux pas... On vient de parler des institutions. Ouais. On vient de dire à quel point on les présidentialise. Je vois maintenant la course des petits chevaux qui a déjà recommencé, alors même qu'on est à 4 ans de l'élection Est-ce que présidentielle. c'est certainement... Est-ce que ça sera à coup sûr Jean-Luc Mélenchon? Mais non, ce sera à coup sûr personne. Ce sera... Il y aura quelqu'un, François à un Ruffin, moment, ouais. qui devra se dégager, mais sur la base d'un projet, là encore. Moi, je ne suis pas prêt à suivre quelqu'un. Vous connaissez l'international, c'est ni Jupiter, hein, ni César, ni tribun. Voilà ce que je crois. C'est que nous devons non pas nous confier à tel ou tel homme ou femme présidentiel, mais nous devons constituer une équipe sur la base d'un projet et qui demain puisse réveiller l'espoir et faire en sorte que nous puissions gouverner différemment ce Est-ce que vous pays. excluez totalement d'être candidat à l'Élysée en Mais 2027? je n'ai pas à répondre à cette question. Je ne veux pas y Donc vous répondre parce que l'excluez pas. je ne veux pas être dans une situation où on recommence cette course incroyable, Donc vous ne l'excluez où tout pas. le monde se met à parler exclusivement des candidatures à l'élection présidentielle. Ça n'est pas seulement une question d'incarnation, c'est d'abord une question de projet et de faire en sorte que nous puissions avancer ensemble. J'en ai ras-le-bol de tous ces gens qui pensent à chaque fois qu'ils sont la solution à eux seuls. Personne n'est la solution. Personne. Et vous pouvez l'être? Mais moi non plus, Ouais. personne n'est la solution. Merci. Nous sommes toutes et tous à devoir travailler ensemble pour construire un projet et ensuite le porter devant les Français, réveiller l'espoir et ensuite construire la victoire. Merci en tout cas Olivier Faure d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J, à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup.